Tout le monde pensait qu'il avait trouvé la formule parfaite, la gueule d'un dur, le charisme d'un solitaire, la voix d'un homme qu'on n'interrompt pas. Gérard Lanvin, c'est l'acteur qu'on respecte, même quand on ne l'aime pas. Celui qui incarne à lui seul un certain cinéma français, viril, brut, direct. Celui qui, sans crier gare, a traversé 5 décennies de films à succès sans jamais vraiment appartenir à personne. Mais ce que le public ignore, c'est que derrière cette image d'homme droit se cache une colère ancienne, une solitude silencieuse et un rejet viscéral du monde qui l'a fait roi. Car Gérard Lanvin, en vérité, n'a jamais voulu être une star. Il n'a jamais supporté les paillettes, les interviews, les petits jeux de pouvoir derrière les caméras. Au sommet de sa carrière, il décline les Césars, boude les cérémonies, évite les plateaux télé. Il dérange. Il refuse les compromis. On dit qu'il est dur. Lui répond qu'il est juste sincère. Il choque quand il dit que le métier est devenu une foire aux faux culs. Il provoque quand il compare le cinéma à un club fermé où l'on récompense les copains. Et pourtant, c'est ce même homme que le public continue d'aimer. Parce qu'on sent, derrière ces silences, quelque chose de cassé mais digne. Ce que peu savent, c'est que sa route vers le succès n'a rien d'un conte de fées. Né dans un milieu modeste, fâché avec l'école, marginal à ses débuts, il a survécu dans l'ombre avant d'être projeté dans la lumière. Et quand la lumière est arrivée, elle l'a aveuglé plus qu'éclairé. Plus les années passent, plus il se retire. Discret, amer, presque invisible. Jusqu'à ce qu'on se demande, Gérard Lanvin a-t-il vraiment choisi sa carrière? Ou a-t-il passé sa vie à lui échapper? Gérard Lanvin voit le jour le 21 juin 1950, à Boulogne-Billancourt, dans une France d'après-guerre encore grise et désillusionnée. Il est le fils d'un décorateur et d'une mère au foyer. Une famille ouvrière, modeste, sans éclat, sans misère, mais aussi sans véritable tendresse. Dans cette banlieue en béton, les émotions se taisent, les enfants se forment dans le silence et les regards durs. Gérard grandit dans une atmosphère où l'on ne parle pas d'amour, encore moins de rêve. Dès l'enfance, il se sent en décalage. À l'école, il est incapable de rester en place, allergique à toute forme d'autorité. Il ne comprend pas pourquoi il faut obéir, pourquoi il faut rentrer dans des cases. Il est vite étiqueté comme élément perturbateur, puis perdu d'avance. On lui colle des mots dans le dos, paresseux, impulsif, insolent. Il encaisse sans rien dire. Il apprend à se méfier, à se fermer. À la maison, l'atmosphère est stricte. Son père est un homme silencieux, exigeant, souvent absent, dont il dira plus tard qu'il ne savait pas aimer, seulement exiger. Sa mère, elle, tente de maintenir l'équilibre familial, mais n'a pas les mots pour apaiser les tempêtes intérieures de son fils. Gérard ressent un manque profond, un vide affectif qu'il tentera de combler toute sa vie, sans jamais y parvenir. Il n'a que 14 ans lorsqu'il commence à traîner dehors plus qu'à la maison. Il préfère les rues à la table du dîner. Les copains de quartier deviennent sa famille de substitution. Il découvre très tôt la débrouille, l'adrénaline des petites transgressions, le goût amer de la marginalité. Il ne rêve pas encore d'être acteur. Il rêve simplement de s'en sortir. À 17 ans, il quitte définitivement l'école. Sans diplôme, sans projet. Il entre dans la vie active par la petite porte. Il enchaîne les boulots précaires, livreur, vendeur de fringues, serveur dans des bistrots où il observe, en silence, le théâtre des existences ordinaires. Il travaille, mais ne s'installe jamais. Il est toujours en mouvement. Aime fuiter. Mais au fond de lui, quelque chose bouillonne. Une énergie brute, sans nom, qui cherche un exutoire. C'est dans ces années de flottement qu'il commence à fréquenter des cercles alternatifs, des artistes de rue, des musiciens, des marginaux. Il se rapproche un temps du monde du rock, fréquente des milieux underground où il sent enfin une forme de liberté. Il écoute, il apprend, il absorbe. C'est à travers eux qu'il découvre le théâtre, non pas comme un art noble, mais comme un outil de rage, de vérité. Il n'a jamais pris de cours. Il n'a jamais appris à jouer. Mais il sait jouer, parce qu'il a vécu, parce qu'il a observé, parce qu'il a encaissé. Il comprend instinctivement le silence, les regards, les postures. Il joue la vie avant de jouer des rôles. La rue devient son école de comédie. Il apprend à lire les gens, à écouter leur colère, leurs failles. Il ne veut pas devenir un acteur. Il veut devenir un homme libre. Et si le cinéma peut l'aider, alors il ira. Mais à ses conditions. Il tente quelques castings, souvent sans succès. Trop brut, trop vrai, trop peu cinématographique. On lui dit qu'il devrait s'assagir, sourire davantage, parler autrement.
Il refuse. Il préfère rater que mentir. C'est ce refus de plaire qui, paradoxalement, finira par attirer l'attention. À la fin des années 60, alors que la société française explose dans un mélange de liberté sexuelle, de contestation politique et de rejet des normes, Gérard Lanvin se reconnaît dans ce monde d'imitation. Il admire ceux qui hurlent, qui dérangent, qui cassent les codes. Il s'inspire d'eux pour créer son propre style, brut, direct, sans artifice. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre Coluche, à travers des amis communs. Ce dernier, déjà figure montante de l'antisystème, repère immédiatement quelque chose chez ce jeune homme fermé, mais intense. Coluche voit en lui une vérité rare, une intensité animale qui ne triche pas. Ils deviennent amis. Et bientôt, cette amitié deviendra un tremplin décisif. Mais avant cela, Gérard Lanvin traverse encore plusieurs années de galère. Il dort sur des canapés, partage des chambres avec d'autres aspirants artistes, se fait parfois humilier en casting, se fait recaler sans ménagement. Il doute. Il se demande s'il n'est pas simplement en train de perdre son temps. Mais il s'accroche. Parce qu'il n'a rien d'autre. Parce qu'il sait, au fond de lui, qu'il n'est pas fait pour une vie ordinaire. Ces années de survie forgent en lui une détermination de fer. Il devient intransigeant. Avec les autres, mais surtout avec lui-même. Il ne pardonne pas la faiblesse, le compromis, l'hypocrisie. Il veut tout ou rien. Lorsqu'il monte pour la première fois sur scène, c'est dans des petites salles, devant des publics clairsemés, souvent indifférents. Mais ceux qui l'écoutent vraiment sentent tout de suite quelque chose. Cet homme ne joue pas. Il est. Gérard Lanvin ne n'est pas acteur. Il se construit dans l'ombre, dans le silence, dans l'affrontement avec un monde qui ne lui fait aucune place. Et c'est précisément parce qu'il a dû forcer les portes qu'il n'en acceptera jamais les règles. Il est des carrières qui explosent. Et il en est d'autres qui se construisent à la force du refus, de l'endurance, du silence. Celle de Gérard Lanvin appartient à cette deuxième catégorie. Lorsque Coluche croise son chemin à la fin des années 70, Lanvin n'est encore qu'un visage dans la foule. L'humoriste voit en lui ce que personne ne veut voir. Une puissance brute, une présence magnétique, une vérité qui ne demande qu'à éclater. C'est Coluche qui l'encourage à croire en lui, à tenter sa chance dans le cinéma. Pas dans les grands rôles, pas dans les beaux films. Juste commencer. Exister. Se faire entendre. Grâce à lui, Lanvin obtient ses premiers rôles au cinéma, notamment dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, 1977, une comédie potache à la portée d'imiter, mais qui lui permet de poser un pied dans l'industrie. Ce n'est pas glorieux, mais c'est une brèche. Il s'y engouffre avec prudence. Les débuts sont chaotiques. Gérard est trop vrai, trop rugueux, pas assez formé pour les canons du cinéma français d'alors. Il n'a pas les codes, ni le langage, ni les manières. Les directeurs de casting le trouvent peu malléable. Il ne sourit pas assez. Il ne séduit pas. Il dérange. Et pourtant, certains réalisateurs commencent à repérer ce regard-là. Cette intensité silencieuse qui crée le malaise et la fascination. En 1981, tout change avec Une étrange affaire, réalisé par Pierre Granier de Fer. Aux côtés de Michel Piccoli, Lanvin incarne un jeune cadeau tiraillé entre ambition et intégrité, pris dans un engrenage psychologique étouffant. Le rôle est complexe, intérieur, subtil, et il s'y révèle. Pour la première fois, la critique prend la mesure de son talent. Il remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle. Ce n'est pas encore la gloire, mais c'est un signal fort. Loin de se laisser griser, Lanvin garde ses distances. Il refuse de devenir un produit. Il continue à choisir ses rôles avec exigence. Il fait des talk shows. Il décline les mondanités. Il préfère les tournages silencieux aux soirées de gala. Il reste fidèle à lui-même. Et paradoxalement, c'est ce refus de se vendre qui renforce son aura. Les années 1980 marquent une montée en puissance progressive. Il tourne dans Le Prix du danger, 1983, une dystopie glaçante qui anticipe la télé-réalité comme arme de contrôle social. Son rôle de candidat traqué révèle une nouvelle facette de son jeu. La tension contenue, la violence froide, la survie désespérée. Le public commence à l'identifier, à s'attacher à cette figure d'homme ordinaire confronté à des situations extrêmes. Il enchaîne avec l'Étoile du Nord, Rive droite, Rive gauche, Putain d'histoire d'amour. À chaque fois, il ne surjoue jamais. Il habite ses personnages, avec une économie de gestes qui en dit long. Il ne cherche pas à séduire. Il cherche à dire quelque chose. Et il le dit avec le cœur, les silences, les colères entrées. Mais c'est en 1994, avec Le fils préféré de Nicole Garcia, qu'il touche enfin au sommet.
Il incarne Jean-Paul, un homme perdu, hanté par son passé, en quête d'une rédemption impossible. C'est un rôle à vif, déchirant. Lanvin y met tout. Sa rage, ses blessures, sa pudeur. Il ne joue pas. Il livre une part de lui-même. Le César du meilleur acteur vient récompenser cette performance bouleversante. Mais fidèle à lui-même, il n'assiste pas à la cérémonie. Il dira plus tard « J'avais pas envie d'aller applaudir des gens que je respecte pas ». Cette phrase résume tout. Gérard Lanvin n'est pas là pour plaire. Il est là pour exister, à ses conditions. Et pourtant, le public, lui, continue de le suivre. Peut-être parce qu'il incarne quelque chose qu'on ne voit plus, un acteur qui ne trie jamais. Dans les années 2000, il confirme son statut avec des films plus populaires comme Mauvais Genre, 3-0, ou encore Camping en 2006, dans lequel il interprète un vétérinaire bourgeois contraint de partager un bungalow avec des campeurs franchouillards. Le film est un succès populaire, inattendu, qui le fait découvrir à une nouvelle génération. Mais lui le vit mal. Il n'aime pas le ton du film, ni le système de production. Il ne tournera pas dans les suites. Trop commercial. Trop faux. C'est à ce moment précis que les premières fissures apparaissent. Il devient plus exigeant. Il refuse davantage de scénarios. Il s'éloigne peu à peu. Le feu sacré est encore là, mais plus contrôlé, plus méfiant. Il commence à douter de l'utilité de ce métier dans un monde qui change trop vite. Pour autant, Lanvin ne disparaît pas. Il continue à tourner, à choisir, à travailler. Mais avec un retrait assumé. Il accepte de moins en moins les règles du jeu. Il veut garder le contrôle. Et ce contrôle, il va le payer cher. Il aura mis près de 20 ans à se hisser en haut de l'affiche. Mais à peine y est-il arrivé qu'il commence déjà à s'en détourner. Car ce qu'il cherchait, ce n'était peut-être jamais la gloire, mais la légitimité d'exister sans se renier. Le silence. C'est souvent là que se cachent les plus grandes tempêtes. À la fin des années 2000, alors que sa carrière est au sommet, Gérard Lanvin prend un virage que peu comprennent. Il se retire lentement du devant de la scène. Il continue à tourner, certes, mais moins. Surtout, il refuse presque systématiquement de faire la promotion de ses films. Pas d'émissions de télévision, pas d'interviews, pas de conférences de presse. Il disparaît de l'espace médiatique sans un mot d'explication. Le public pense à un choix d'acteur discret. Mais en réalité, c'est un rejet total d'un système qu'il juge corrompu, hypocrite et déshumanisant. Lanvin ne mâche pas ses mots. Dans ses rares prises de parole, il est cinglant, sans filtre. Il s'en prend aux cérémonies de remise de prix, aux journalistes, aux producteurs qui ne pensent qu'à l'argent. Il fustige le copinage entre certains acteurs, les logiques de réseau, l'élitisme culturel. Il lâche dans une interview coup de poing. Les Césars, c'est une kermesse entre gens du même monde. Moi, je ne suis pas de ce monde-là. Se font parler, s'il le rend attachant pour une partie du public, le marginalise peu à peu au sein du milieu. Des projets lui échappent. Des réalisateurs hésitent. Il est vu comme difficile, imprévisible, non coopératif. On l'évite. Il le sait. Et il l'accepte. Mais derrière ce combat affiché se cache une douleur plus intime. Gérard Lanvin est un homme qui a toujours vécu avec une forme de colère sourde. Une colère qu'il ne parvient pas toujours à nommer, mais qui transparaît dans son jeu, dans ses silences, dans sa posture physique tendue. Il a grandi avec l'idée qu'il ne serait jamais à la hauteur, que sa place dans le monde serait toujours à conquérir. Et cette idée, il ne l'a jamais vraiment quittée. Sa famille en parle peu, mais ceux qui le connaissent de près évoquent des périodes de repli, de doutes profonds, voire de dépression sourde. Un mal de vivre tenace, tapis sous les muscles, sous la voix grave, sous les postures viriles. Il ne se confie pas. Il garde tout pour lui. Et parfois, il s'effondre dans le silence. Ce poids intérieur s'alourdit au fil des années. Il regarde le monde changer, le cinéma devenir plus formaté, les acteurs plus lisses, plus jeunes, plus bancables. Il ne se reconnaît plus. Il se sent de trop. Et il le dit. J'ai pas envie d'être dans un monde où la sincérité est un défaut. Paradoxalement, c'est cette même sincérité qui le rend de plus en plus isolé. Il a peu d'amis dans le métier. Ses collaborations sont rares, souvent avec des gens qu'il connaît depuis longtemps. Il n'aime pas les tournages trop grands, trop organisés. Il fuit les égos, les compromis, les stars. Il veut rester vrai, mais cette vérité lui coûte cher. Avec les années, il devient plus amer, plus raide, plus dur. Certains proches lui reprochent son intransigeance. D'autres l'admirent pour sa constance. Mais tous s'accordent sur une chose.
Gérard Lanvin est devenu une île. Même dans sa propre famille, la communication n'est pas toujours fluide. Avec son fils, Manu Lanvin, chanteur de blues, les relations sont solides mais empreintes d'une grande pudeur. Ils ne s'écrivent pas de longs messages, ils ne se disent pas souvent qu'ils s'aiment. Mais ils se respectent profondément. Ils se comprennent en silence. Dans l'intimité, Gérard est décrit comme fidèle, tendre, mais difficile à atteindre. Il aime en retrait. Il souffre en silence. Il s'agace vite, se braque facilement. Il a du mal à faire confiance. Il n'a jamais digéré certaines trahisons du passé. Certains amis perdus, certains projets sabordés, certaines critiques injustes. Il garde tout. Il ruminait. Sur les tournages, il est professionnel, précis, mais distant. Il ne reste pas pour le dîner. Il évite les réseautages. Il vient, il joue, il part. Pas par mépris, mais parce qu'il n'a jamais su faire semblant. Le public, lui, commence à le voir moins. Il devient une figure du passé, respectée mais oubliée. Les nouvelles générations ne le connaissent pas. Ou peu. Il n'a pas de réseaux sociaux. Il ne fait pas de promo. Il est là, mais invisible. Et dans cette invisibilité, il s'enfonce. Non pas dans l'oubli, mais dans une forme d'effacement choisi, comme un refus de continuer à marcher dans une direction qu'il ne reconnaît plus. Un jour, dans une interview rare, il confie « Je suis pas aigri. Je suis lucide. » Et cette lucidité, elle fait mal. C'est peut-être ça, le vrai drame de Gérard Lanvin, voir trop clair dans un monde qui préfère l'aveuglement. Il n'y a pas eu d'effondrement spectaculaire. Pas de déchéance publique. Pas de scandale sanglant en une des journaux. Rien que le silence. Un silence épais, organisé, choisi. C'est peut-être ça, le drame de Gérard Lanvin. Il n'a pas explosé. Il s'est effacé. À partir des années 2010, les apparitions de l'acteur se font de plus en plus rares. Il tourne encore, ici et là, dans quelques films. Babysitter, 2020, Bonhomme, 2018, des rôles souvent secondaires, des productions discrètes. Mais le cœur n'y est plus. Son regard reste magnétique, sa voix toujours aussi percutante, mais on sent que les dents s'est cassées. Il accepte certains projets, mais refuse presque systématiquement toute promotion. Il ne monte plus les marches. Il ne fait plus d'émissions télé. Il ne vend plus rien. Gérard Lanvin ne cherche plus à être vu. Il cherche à disparaître. Un choix radical dans un monde où exister signifie se montrer. Où la célébrité, aujourd'hui, se mesure en clics, en followers, en tendance. Lui n'a jamais ouvert un compte Instagram. Il considère les réseaux sociaux comme une imposture collective. Il dira « J'ai pas besoin qu'on sache ce que je mange, ni où je suis. Je suis acteur, pas influenceur. » Et cette prise de position, aussi noble soit-elle, l'éloigne encore davantage du paysage culturel contemporain. Il devient une figure de l'ancien monde. Respect, certes, mais oublié. Autour de lui, tout change. Ses contemporains s'éteignent. Ses amis disparaissent. Coluche, parti trop tôt. Jean-Pierre Bacri, mort en silence. Depardieu, englouti dans les scandales. Daniel Auteuil, en retrait. Il reste, lui, mais dans une solitude glacée que personne ne semble vraiment mesurer. On interroge encore parfois. Sur ses choix, sur ses regrets. Il répond peu. Et quand il le fait, ses mots sont secs, souvent amers. Ce monde-là, je le reconnais plus. Le cinéma n'est plus du cinéma. C'est du business avec des gens polis. Moi, je suis pas poli. Je suis sincère. Dans une autre vie, Gérard Lanvin aurait pu être un grand professeur d'art dramatique, un mentor, un passeur de savoir. Il aurait pu écrire, transmettre, bâtir une école du Gevrey. Mais il ne l'a pas fait. Il ne veut pas enseigner. Parce qu'il ne sait pas comment on fait. Il dit qu'il ne comprend pas les techniques. Il comprend les gens, c'est tout. Et cela, de plus en plus, il ne les voit plus. Sa retraite médiatique s'accompagne d'un exil mental. Il vit dans le réel, loin du bruit. Il lit, il marque, il écoute du blues avec son fils Manu. Il refuse qu'on vienne le filmer. Il ne veut pas être un ancien combattant qu'on exhibe dans les plateaux télé. Mais dans ce refus total, il y a aussi un prix à payer. L'oubli. Les jeunes générations ne savent plus qui il est. Ses films ne sont plus diffusés à la télévision. Il ne reçoit plus d'invitations aux grands événements du cinéma. Et lui ne demande rien. Un jour, dans une interview pour une chaîne régionale, il lâche.
J'ai jamais voulu être célèbre. Je voulais être libre. Et être libre, aujourd'hui, c'est être seul. Cette phrase dit tout. Son sommet, c'est la solitude. Il ne s'est pas écroulé. Il a disparu volontairement dans une époque qui déteste ceux qui ne veulent plus exister. Et cette disparition est peut-être le plus grand tragique de sa trajectoire. Pas de sang, pas de cris, pas de chute publique. Juste un homme, autrefois admiré, qui se retire sur la pointe des pieds pendant que le monde continue de tourner, sans lui. Son fils, Manu, confie un jour. Mon père, c'est pas quelqu'un qui parle. Il agit, et parfois, il s'en va. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Pas dans la mort, mais dans l'indifférence douce d'une retraite choisie, presque stoïque. Il n'a pas fui. Il s'est protégé. Il est encore là. Bien vivant, mais plus personne ne le cherche. Et peut-être que ça l'arrange. Gérard Lanvin n'a jamais demandé à être aimé. Il n'a jamais couru après les titres, les trophées, ni même les rôles. Ce qu'il a toujours cherché, c'est rester droit, ne jamais trahir ce qu'il est. Et dans une époque où tout pousse à se vendre, à s'exposer, à se réinventer pour plaire, c'est peut-être là que réside sa plus grande leçon. Il n'a pas légué des dizaines de rôles cultes. Il n'a pas marqué l'histoire par des excès, des scandales ou des larmes en direct. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est un exemple rare de fidélité à soi-même. Une voix grave, une gueule de cinéma, et surtout, un regard qui disait toujours plus que ses dialogues. Beaucoup l'ont décrit comme dur, distant, cassant, mais ceux qui l'ont approché savent. Ils savent qu'il était loyal, vrai, pudique. Trop pudique pour se livrer. Trop digne pour supplier. Trop entier pour jouer un jeu. Ses anciens partenaires de tournage parlent de lui avec un mélange de respect et de crainte. Parce qu'il exigeait qu'on soit vrai. Parce qu'il ne supportait pas les faux-semblants. Parce qu'il vous regardait droit dans les yeux. Et qu'il fallait alors être prêt à soutenir ce regard-là. Pour son fils Manu, il a été plus qu'un père. Il a été un roc. Une boussole. Quelqu'un qui lui a appris que la musique, comme le cinéma, n'a de valeur que si elle vient du ventre, pas du calcul. Et pour nous, spectateurs, il a été un miroir. Un rappel qu'on peut être célèbre sans être médiatique, respecté sans être omniprésent, grand sans être bruyant. On se souviendra peut-être de lui comme d'un homme à contre-courant, d'un acteur sans artifice, d'un homme libre. Mais il faut surtout se souvenir de ceci. Il n'a jamais voulu qu'on l'aime pour ce qu'il représentait. Il aurait préféré qu'on le comprenne pour ce qu'il était. Et si, dans ce monde saturé d'images, la vraie rébellion était le silence ?